Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode de podcast avec ce titre assez particulier. Je serais d'ailleurs hyper intéressée de savoir pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo ou sur cet épisode. L'engagement sacré, c'est un titre qui vibre fort, qui est puissant. Et en même temps, on pourrait se demander de quoi est-ce que je vais parler. Et c'est quelque chose de très sensible que j'ai envie de vous partager, de profondément intime, qui m'a été donné, que j'ai reçu lors d'une vision qui a duré pas mal de temps. Cette vision a été initiée d'abord par tout un processus autour de la relation, autour des relations toxiques, notamment quand on est avec quelqu'un qui peut être narcissique ou quelqu'un qui abuse de nous, qui prend notre énergie, et ça pourrait peut-être même résonner avec des personnes qui ne sont pas forcément dans des relations amoureuses, mais cette sensation de vampirisation en fait. Et cette vision-là m'a amenée à voir beaucoup plus en profondeur ce qui se jouait par rapport à cet archétype de la mère qu'on porte en tant que femme, ce qui se passe à la fois parfois dans la relation, mais aussi en tant que mère qui donne la vie, et le fait qu'on passe parfois à côté de la femme que nous sommes aussi. Cette vision m'a amenée à voir l'intérêt de cet engagement sacré quand on décide d'être parent. Et je pense que notre société aujourd'hui est profondément malade. Je pense qu'on s'est tellement éloigné du sacré, tellement éloigné de ce que les tribus, les communautés transmettaient, cette nécessité aussi, cette sagesse qu'il y avait à travers la matrice familiale, à travers la matrice communautaire, à travers... Comment vous expliquer ça sans paraître trop traditionnelle et conservatrice, parce que c'est absolument pas ça l'idée, je préfère le dire tout de suite. Mais je pense que le mieux, c'est que je vous explique ce récit au fur et à mesure et que je puisse vous inviter juste à vous y plonger en vous libérant des croyances, de votre propre perception du couple, de la famille, de la maternité, parce qu'on rentre dans une autre sphère. Et cette autre sphère, en fait, c'est ma manière, pour ma part, de recevoir les informations dont j'ai besoin. Beaucoup de personnes m'ont demandé, par exemple, dans ce que tu as traversé, comment est-ce que tu as fait à t'en sortir, comment tu as fait à t'en relever, quand on vit des moments difficiles, quels qu'ils soient, quelles sont les pratiques, quelles sont les thérapies que toi tu fais, qu'est-ce que tu nous conseilles. Et déjà, j'ai pas de conseils à donner, parce que je pense que tout processus de guérison, de transformation, de thérapie, c'est quelque chose de tellement personnel que vraiment, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Ça, c'est hyper important. La seule chose qui est en mon pouvoir et que je m'autorise à faire, c'est de vous partager mon expérience pour voir si ça peut vous inspirer, si ça peut résonner. Et c'est le but de cet épisode aujourd'hui en majorité. Et en ce qui me concerne, les thérapies qui m'ont énormément aidée, ça a été le MDR, donc cette pratique de mouvement oculaire qui permet de se libérer de traumatisme. C'est très puissant et vraiment, moi, ça m'a sauvée. J'ai eu, clairement, j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, sauf erreur, de ces pratiques de MDR et notamment de comment en quelques mois ça m'a fait me libérer émotionnellement de la charge en fait émotionnelle et traumatique de certains souvenirs, de certaines scènes que j'ai vécues. Et couplé à une psychothérapie, parce que je pense qu'à un moment donné, d'aller vraiment voir comment on s'est construit, pour moi, ça a été un gros travail d'aller tuer l'image du père, tuer l'image de la mère, d'aller vraiment travailler sur la structure familiale, sur la systémie familiale, sur mes propres fonctionnements. Ça a mis beaucoup de choses en lumière, ça m'a beaucoup aidé. Donc je conçois qu'il n'est pas toujours facile de trouver le psychothérapeute qui nous convient. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment à écouter mon épisode Qui consulter, parce que je parle à la fois de qui choisir entre les nutritionnistes, micronutritionnistes, etc. Mais je vous dis aussi, renseignez-vous sur ce que poste la personne, renseignez-vous sur, essayez de voir si c'est du bouche à oreille, qu'est-ce qu'en disent les personnes, c'est quoi sa spécialité. Et puis aussi, vous avez le droit d'appeler ces praticiens pour d'abord avoir un appel de découverte et de leur dire, écoutez, bonjour, je suis tombée sur votre numéro, comment est-ce que vous travaillez, j'aimerais bien avoir plus d'informations. Et c'est peut-être quelque chose qui mérite qui est bon à faire en fait, et que vous êtes en droit de faire, d'accord? Peut-être que la personne qui prend pas le temps de ça, c'est peut-être pas la bonne thérapeute pour vous. Laissez-vous porter. Moi, c'est vrai qu'en général, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire dans mes manifestations, dans mes prières, et quand j'en ai besoin, c'est je rencontre les meilleures personnes, les meilleurs thérapeutes, praticiens pour m'accompagner dans mon chemin. Peu importe, mais posez votre intention claire. Qu'est-ce que vous attendez du praticien que vous voulez voir? Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont arriver. D'accord? Ça, vraiment, j'y crois. Et ça fait 10 ans que je le vis. Et ça marche. Pour en revenir aux thérapies, donc ça, pour moi, ça a été un socle. Après, bien sûr, j'ai aussi des praticiens, des praticiennes qui m'accompagnent maintenant depuis des années, presque 5 ans, qui
Une a plus une casquette de chamane, de clairvoyante, une autre qui a plus une casquette d'énergéticienne, de clairvoyante aussi, et elles me permettent de mettre en lumière beaucoup de choses. Et parfois, quand on est embourbé dans le mental, dans le personnage ou dans nos propres limitations qui nous viennent de notre inconscient, de nos blessures, de nos traumas, ben ça aide d'avoir une personne qui apporte un petit peu de perspective. Donc, pour ma part, en tout cas, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Mais là où j'ai vraiment envie de mettre un focus énorme, parce que je pense qu'on minimise énormément ça, ce qui m'a le plus aidé, et de loin dans mes guérisons, mes prises de conscience, ma capacité à mettre du lien entre ce que je vivais à l'intérieur, mon inconscient, et tout simplement de trouver de la clarté, de trouver des réponses, c'est de me créer de l'espace et d'être en silence. Et en fait, ça, c'est un message fondamental que j'ai envie de vous partager parce que beaucoup de personnes sont tout le temps à la recherche d'une solution extérieure. Beaucoup de personnes pensent qu'en fait, plus vous allez faire thérapie, plus vous allez vous faire accompagner. Je vois plein d'entrepreneurs aussi là-dedans, ils vont payer des milliers et des cents pour avoir la meilleure santé possible, avoir les meilleurs gadgets possibles, ou alors avoir les meilleurs thérapeutes, cérémonies de plantes médecine ou que sais-je. Mais en vrai, ce qui fait le taf, c'est de vous créer de l'espace et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ma part, que ce soit de vivre une Vision Quest, j'ai vécu une Vision Quest il y a maintenant 2 ans. Donc le principe à la base de la Vision Quest, selon surtout certaines traditions, c'est qu'on va avoir plusieurs jours en pleine nature avec le strict minimum vital, souvent dans l'inconfort. En général, on a une bâche qui nous couvre et qu'on met en fait en espèce de tipi sur une branche, ou alors on se met dans une grotte et on reste en silence. On jeûne, c'est souvent un jeûne sec, c'est-à-dire sans eau, sans manger, sans boire. Et d'une année à l'autre, on va augmenter le nombre de jours. Donc normalement, le processus de la Vision Quest, c'est que vous avez 4 jours de jeûne, puis l'année suivante 7 jours, puis l'année suivante 9 jours, et ainsi de suite. Et on monte, j'ai un doute là quand je vous le dis, je crois qu'on monte jusqu'à 11 jours pour la 4e année. Et moi, c'était un moment où donc, je sortais de ma séparation et j'avais un appel énorme à être en pleine nature et en silence. J'avais déjà fait une retraite Vipassana il y a 6 ans de ça. Donc le principe de Vipassana, c'est que vous êtes en silence. Vous êtes dans un... C'est collectif, en fait, on est plusieurs à aller dans un centre Vipassana. C'est 100% gratuit, ça fonctionne sur donation. La donation, c'est pour les personnes qui nous accompagnent, qui veillent sur nous, qui sont là en cas de pépin, et puis pour la nourriture aussi, le logement. Mais c'est complètement gratuit et vous méditez 10 jours en silence. Vous pouvez regarder personne, vous ne pouvez pas écrire, pas dessiner, rien. C'est vraiment, on fait le vide. Et c'est vraiment une technique aussi de scan du corps et donc vraiment de clarification du mental. C'est très puissant. Moi, je l'ai vécu en 2019. Mais là, je sentais que j'avais besoin de vivre quelque chose de différent. Et c'était en l'occurrence une Vision Quest en pleine nature qui s'appelait Vision Quest, mais qui était un petit peu plus adaptée parce qu'on pouvait boire de l'eau. Et c'était un moment de ma vie où j'étais extrêmement fragile, très vulnérable. J'avais perdu quasiment 5 kilos en l'espace de 4 semaines. Enfin, j'étais vraiment dans un état, c'était vraiment pas glorieux. Mais j'avais un appel du cœur, de l'âme, d'aller en nature et de faire le silence et de me poser avec moi-même. Et cette Vision Quest a été aussi un moment d'immense clarté. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec ce dont je suis en train de vous parler, que ce soit les Vision Quest, les jeûnes, ces moments de silence, c'est que ça ne nous ramène pas dans des stratosphères complètement lunaires qui sont très riches de sens, qui sont très riches d'enseignements, qui sont magnifiques et que j'honore parce que j'ai vécu des cérémonies de plantes médecine et quand c'est bien guidé, quand c'est fait avec une bonne intention, qu'on est préparé, qu'on intègre, ça peut être très beau. Mais je trouve qu'il y a une forme de puissance, de pureté, de simplicité dans le fait d'être seul parce qu'on connecte à là, l'ici, maintenant. Et souvent, ça m'a plus ramené à mon passé, mes programmes, mes croyances, mes conditionnements. Donc finalement, un travail de développement personnel, de croissance, de guérison bien plus puissant que d'autres choses qui sont parfois plus intenses, comme les plantes médecines. Comme je le disais précédemment, le jeûne a ce même processus parce que le jeûne m'apporte une immense clarté. J'ai fait là un jeûne de 4 jours de nouveau cette année, donc en mois de juin. Et j'ai jamais eu autant de clarté, notamment de communication claire avec ma conscience supérieure que dans ces moments de jeûne. Et l'autre pratique qui m'a fait faire des bonds, c'est de pratiquer une diète de cacao. Parce que le cacao, c'est une plante médecine que je sers, avec laquelle j'aime en fait offrir cette médecine-là dans mes retraites ou d'autres espaces.
Et pour moi, il était essentiel, avant de pouvoir proposer de la servir, de la diéter et de me connecter à elle beaucoup plus en profondeur. Diéter, ça veut dire qu'on va consommer quotidiennement une plante, un remède. Et en l'occurrence, je l'ai fait pendant 40 jours. Et ça a été absolument incroyable de voir la puissance de cette diète, c'est-à-dire que je méditais, je buvais un cacao tous les matins. Donc bien sûr, on prend un cacao qui a été cultivé avec la conscience que c'est une plante médecine. Il est préparé d'une certaine manière. Je vous en parle dans Digistarter d'ailleurs, je vous parle de la médecine du cacao dans le programme hiver Digistarter. Je fais d'ailleurs une parenthèse parce que du 18 au 21 décembre, là, juste avant que l'hiver commence, on fait une promotion sur le pack Digistarter et donc sur les saisons aussi. Donc vous pouvez acheter les saisons seules ou les packs. Et dans la saison hiver, je vous parle en détail de qu'est-ce que c'est que le cacao, qu'est-ce que c'est que cette médecine, comment est-ce qu'on peut se le préparer. C'est des choses que j'enseigne aussi dans mes transmissions, dans mes immersions, pardon, dans les retraites. Et on vit ce processus ensemble, on prépare ensemble. Et donc tous les jours, donc je sacralisais l'espace, j'ouvrais l'espace, je m'asseyais, je méditais 1 heure, 2 heures, 3 heures, juste en ayant bu cette plante médecine. Et ça a été, franchement, vous voyez, hier ou avant-hier dans le podcast, je vous disais que j'ai vraiment redéfini ce qu'était pour moi le compromis ou la concession. Et ça a été grâce à cette diète, j'ai pris conscience des programmes qu'on a autour du fait qu'il faut faire des concessions, qu'il faut se contenter, qu'on devrait déjà se réjouir de ce qu'on a. Et ça crée en fait plein de biais cognitifs à la con. Et en fait, ça m'a vraiment permis de mettre en lumière beaucoup de choses qui me desservent plus que me servent dans mon quotidien à cause de toutes ces croyances, de toutes ces phrases qu'on répète et qui en fait n'ont pas de sens. Ces moments d'introspection, ces moments de retour à soi, pour moi, c'est des moments où on peut vraiment retrouver notre vérité. Et notre vérité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est ce qui, là, va nous permettre de cheminer, c'est ce qui va nous permettre de déconstruire des choses qui nous bloquent dans des schémas, dans des émotions, dans des situations où on n'est pas bien, en fait. Et puisque vous me demandez très souvent, mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Ben moi, ce que je fais, c'est ça, en fait. C'est de me créer de l'espace, c'est de m'asseoir, c'est de méditer, c'est de prier, c'est de poser mes intentions, c'est de les clarifier. C'est de faire exactement ce que je vous dis de faire dans Digistarter. Dans Digistarter, vous avez un module d'auto-coaching où selon l'énergie de la saison, je vous parle de comment l'énergie de la saison vous soutient à aller introspecter sur tel ou tel sujet. Et au fur et à mesure de l'année, vous voyez plein de thématiques qui font qu'à la fin de l'année, il y a une meilleure connaissance de vous-même. Je vous invite à faire ce travail introspectif avec différentes pratiques et ça, en fait, pour moi, c'est ce qui est le plus précieux et c'est ce qui me fait le plus avancer. Donc voilà, ça, cette première partie de podcast, c'est déjà pour vous répondre à qu'est-ce qui me permet de toucher à ces états de clarté, à guérir, à voir, à me transformer et parfois à recevoir des visions. Parce que forcément, qu'on fasse une cérémonie de plante médecine, qu'on fasse un breathwork, une pratique respiratoire, un yoga kundalini, un jeûne, une hypnose, on est dans un état de transe. D'accord ? Quand vous regardez la télé, quand vous regardez votre téléphone, vous êtes dans un état de transe. C'est exactement la même chose avec tous ces états-là. Et moi, concrètement, parfois, quand je vous dis j'ai reçu, j'ai vu, il m'a été donné, ça veut dire j'étais en état de transe, peu importe la manière, et j'ai reçu quelque chose. Et en fait, un jour, j'ai donc reçu cette vision qui a duré beaucoup de temps, qui a été initiée d'abord par quelque chose que je ressentais par rapport à une relation que j'ai vécue qui a été très difficile, ma relation passée. Et ça m'a amené en fait à voir tout ce qui se jouait autour de la matrice maternelle, du couple et de l'acte sacré qu'il y a d'avoir un enfant, un homme et une femme ensemble. Donc là, je vais vous inviter à juste écouter, à vous laisser traverser par ce qui vient. Je ne dis pas que ce que je dis est absolument la vérité absolue. Ce que je dis, c'est juste un partage vulnérable de ce qui m'a été donné et de ce que j'ai reçu à ce moment-là, mais qui a été d'une profondeur et d'une intensité émotionnelle qui fait que j'ai vraiment compris qu'il y avait une leçon et un besoin que l'humanité se rappelle du sacré, de tout ce qui se joue en fait, à travers ces dynamiques relationnelles et à travers ce que l'on porte en tant que femme avec notre matrice maternelle. Donc cette expérience, je l'ai vécue il y a 2 ans et j'étais en train de processer quelque chose qui était difficile pour moi parce que j'ai entendu une musique.
j'étais en train de méditer et j'entends cette musique. Et cette musique me rappelait la musique que j'utilise pour mes retraites. Et mes retraites, à l'époque, je les faisais avec mon ancien partenaire. Et j'avais déjà processé beaucoup de choses. Mais quand j'ai entendu cette musique, j'ai les larmes qui sont montées. J'ai une tristesse infinie qui est remontée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que je suis encore aussi touchée? Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore toute cette tristesse? Qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, j'ai vu j'ai vu le visage de mon ancien partenaire. Et en fait, ça m'a dit, la femme que tu es, elle a lâché, mais pas la mère que tu es. Et ça m'a montré, en fait, donc là, on part vraiment dans quelque chose, c'est très imagé, c'est très symbolique, hein, d'accord? Mais ça m'a montré que j'avais mis, en fait, une part de mon partenaire dans mon ventre, parce que, en effet, j'ai vraiment eu l'archétype de la mère aussi, parce que mon ancien partenaire, et je pense que c'est ce qui se passe dans beaucoup de relations, où parfois il y a des profils narcissiques, ou alors parfois où il y a des profils, voilà, où vous sentez ces dynamiques qui ne sont pas équilibrées, où on est plus maman qu'autre chose. Et c'est très inconscient tous ces schémas-là, mais en tout cas, là, dans ce processus, je voyais vraiment ce côté matrice maternelle, parce qu'en face, il y avait une blessure avec la mère qui n'a jamais été guérie. Et concrètement, que ce soit chez des hommes ou chez des femmes, ça donne ces comportements. On va chercher indéfiniment l'amour inconditionnel qu'on n'a jamais eu de notre mère. On va chercher indéfiniment ce lait maternel, ce jus, cet amour, cette présence, ce toucher, ce contact en fait. Et parfois, en tant que femme, on est très vulnérable à ce genre de blessures chez les hommes parce que ça vient activer notre matrice maternelle. Et c'est ce qui m'était montré dans cette vision. Donc ça me disait, la mère que tu étais n'a pas guéri. Et je voyais que ce genre de comportement, par exemple, si je prends vraiment le modèle homme-femme, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, je voyais en fait un homme qui va se connecter à une femme, pompe, prend tout ce qu'il peut prendre, et quand c'est terminé, il va ailleurs, il va ailleurs, il va ailleurs. Et c'est des processus qui ne terminent jamais tant que la blessure n'a pas été guérie, tant que la problématique de relation à la mère, tant que la blessure d'abandon, tant que cette blessure de coupure de l'amour inconditionnel n'a pas été réglée. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de conscience, et ben forcément, ça vient bousiller plein de femmes. Et attention, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont parfaites, etc. Là, je vous donne vraiment la lecture depuis un prisme, d'accord, qui était là, en l'occurrence, ce que j'ai vécu et la dynamique homme blessé et femme qui se retrouve avec sa matrice maternelle activée, d'accord. Donc ça a été déjà très fort. Et ça m'a ouvert, cette vision, ce vécu, cette espèce de transe, à quelque chose de beaucoup plus puissant autour de c'est quoi d'être mère. Et dans cette vision, je voyais vraiment ce que c'est que de donner la vie, et c'est comme si je vivais tout en accéléré, et c'est comme si je vivais la grossesse en accéléré, et que je vivais ce que c'est que de voir son enfant grandir, de voir tout ce que ça nous demande en présence, en énergie, en conscience, et qu'il était extrêmement difficile à un moment donné de voir son enfant devenir l'adulte qu'il est et de le laisser faire sa vie en fait. Et ça me ramenait à des vies passées où ça me ramenait à... C'est dur de voir son enfant devenir un guerrier ou quelqu'un qui fait du mal, ou de voir sa fille se prostituer, ou de voir sa fille... Donc ça me montrait des choses très difficiles. Mais de manière plus générale, ça a ramené à cette dynamique de... C'est dur quand on est mère, à un moment donné, passer de je ne suis plus que la mère de cette personne-là, je lui ai donné la vie, j'ai joué un rôle pendant un temps, mais maintenant je coupe ce lien énergétique de la mère pour l'enfant pour laisser l'adulte, qu'il ou qu'elle est, faire sa vie, en me détachant de ce qu'il devient, en le laissant. C'est-à-dire, moi j'ai été là, j'ai été le terreau, j'ai été la gardienne, mais après je laisse faire. Et ça, c'était d'une douleur, c'était tellement viscéral parce que j'avais l'impression d'être connectée à l'énergie de toutes les mères qui, parce qu'on n'a pas appris à faire, parce qu'on n'a plus ces rites initiatiques, parce qu'on n'a plus ces passages de l'enfant à l'adulte, parce qu'on n'a plus ces passages de j'ai été mère, j'ai tout donné, et puis quand il quitte le foyer, quand il quitte le nid, ben, tout d'un coup il n'est plus là, on n'a plus ces accompagnements, on n'a plus ces cercles de femmes, on n'a plus la tribu qui se réunit pour faire ce passage. Et donc on se retrouve là avec ces espèces de liens énergétiques toujours entre mère et enfant qui ne sont pas clairs. Et ça fait du mal à la mère, et ça fait du mal à cet enfant qui ne peut jamais, en tout cas d'un point de vue énergétique, vraiment passer à l'âge adulte, passer à cette « ok, je suis responsable, je suis conscient, je fais ma vie » et j'arrête de inconsciemment avoir ma vie dictée par tout ce poids familial, par les croyances de ma mère, les croyances de mon père, par ce que je suis censée faire pour être reconnue, être aimée. Il
il y a vraiment quelque chose de puissant à faire sur cette coupure énergétique pour vraiment interagir d'adulte à adulte, avec respect, avec conscience, avec beaucoup plus de liberté en fait d'une certaine manière. Et là, je parle vraiment sur un plan, c'est ça qui, je pense, peut parfois être difficile à comprendre, c'est que sur le plan physique, bien sûr qu'on sera toujours la mère de nos enfants, qu'il y aura toujours cette dynamique familiale. Je parle plus d'une lecture sur un plan de la conscience qu'on met sur ces liens, et notamment sur la nécessité aussi de faire ce travail énergétique, ces rituels, ces actes sacrés qui permettent de transformer les relations. Et ce que j'ai vu, c'était aussi ce schéma de mère dans lequel beaucoup de femmes s'enferment. Et je me permets de le dire aussi parce que j'accompagne énormément de femmes et j'ai encore dernièrement une femme qui me disait qu'elle était partie en dépression sévère quand sa fille a quitté le foyer, que c'était extrêmement dur pour elle. Parce qu'en fait, énergétiquement, c'est ça qui se joue, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et ce qui m'a été montré à ce moment-là, c'est que dans ma vision, donc j'étais en train de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur que de couper le lien et d'accepter que peu importe ce que deviennent nos enfants, peu importe ce qu'ils décident de faire, ça ne nous concerne plus en fait. On est là, on les aime, on est présente, mais c'est de couper ce lien. Et ce qui, dans ma vision, me montrait qui était profondément aidant, c'était le masculin à nos côtés. Et là, en l'occurrence, je me souviens que c'est comme si j'avais été projetée des millénaires en arrière avec des hommes que j'avais connus et je voyais dans une vie, dans une autre, ces hommes prendre mon visage et me dire « Reviens à la femme que tu es, reviens à cette énergie, reviens à ta fréquence, ne t'oublie pas dans ce rôle de mère. » Et ça me disait que si dans la tradition, dans les traditions, même dans ce qui a été repris dans les religions, il y avait cette idée qu'il y avait ce couple qui se mariait, qui avait un enfant ensemble, c'était pas pour rien. Ce qui m'était transmis, c'est ça demande tellement que de vivre la maternité dans nos ventres, que c'est aussi pourquoi on a besoin de ce masculin qu'on a vécu, qu'on a connu avant de donner vie, qui est là et qui est en soutien avec nous, qui n'est pas là que pour être le père, qui est aussi là pour nous ramener à la femme que nous sommes. Et du coup, quand je parle du couple, c'est pas tant, il faut absolument qu'on soit mariés, amoureux, toute notre vie, parce que ça y est, on a un enfant ensemble. C'était absolument pas ça qui m'était montré. C'était vraiment, à partir du moment où on décide, toi et moi, d'avoir un enfant ensemble, à la vie, à la mort, on est là pour cet enfant. Je serai là pour toi, tu seras là pour moi. Si tu ne m'aimes plus, si tu n'es plus amoureux, si à un moment donné, on décide de se séparer parce qu'on est plus ensemble en tant que couple amoureux, très bien. Mais par contre, en tant que couple parent, on est là. Et si je suis seule, je sais que j'aurai besoin de toi en soutien pour revenir à la femme que je suis. C'est un pacte, vous savez, je vous disais dans l'un des épisodes précédents, le premier pacte qu'on fait sur la Terre, c'est avec notre propre corps. D'accord ? On vient s'incarner, on vient vivre notre expérience et on pacte avec notre corps et on est là pour dire « Ok, tu vas me permettre d'être en vie et moi, en fait, j'ai le choix. J'ai le choix que de prendre soin de toi ou pas, en fait. » Mais dans cet acte de donner la vie, c'est l'un des actes les plus sacrés, précieux, préservés. Il y a une inconscience énorme et je pense qu'il y a une inconscience dans cette matrice du couple parent, dans cet engagement sacré qui est « Ok, on a un enfant ensemble ». Et là, ça relève plein de questions. Ça relève plein de questions autour de notre contraception, de avec qui on fait l'amour. Qu'est-ce qui se passe si je décide d'avoir un enfant avec cet homme, même si ça se passe mal, même si c'était un accident ? Qu'est-ce qu'on décide ? Comment est-ce qu'on communique l'un et l'autre sur ce projet parent ? Dans quoi on s'engage ? Il y a, pour moi, dans tous ces rites aussi, dans toutes ces initiations, que ce soit de l'enfant à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte, du jeune fille qui commence à avoir ses lunes, à saigner, à comprendre ce que c'est que donner la vie, vous vous rendez compte que les femmes, il y a plusieurs jours par mois où elles vont saigner, où la plupart des hommes, je veux dire, il y en a beaucoup que je connais qui juste tomberaient dans les vapes quand ils voient les quantités de ce qu'on peut saigner tous les mois, juste pour au moins potentiellement une fois dans leur vie créer la vie. On est à des années-lumière, je pense, encore de ce sacré qu'il y a, de cette beauté qu'il y a. Mais quand je retourne dans ma famille, quand je revois les discussions des jeunes, on a des années-lumière de ça, en fait. Et en l'occurrence, cette vision m'a vraiment montré ce besoin pas ce besoin, mais cette invitation à revenir à la beauté de ce qui nous est donné pour créer la vie avec plus de conscience, plus de maturité, il est temps qu'on évolue en fait à ce niveau-là. Et quand je dis évoluer, c'est
revenir à ce que faisaient nos ancêtres, revenir à plus de conscience. Et je pense que si aujourd'hui vous êtes dans des relations en tant que mère seule, avec des divorces qui ne se passent pas bien, avec peut-être des mères, des pères qui sont complètement irresponsables, forcément, si vous pensez à vos enfants, vous voulez quelque chose de différent. Et cette vision, en tout cas pour ma part, ça m'invitait à voir le potentiel qu'il y a si on éduquait nos enfants différemment. Il y a pour moi une urgence à revenir à ce que faisaient des générations entières d'ancêtres il y a bien longtemps, où il y avait bien sûr beaucoup plus de sacré autour de qu'est-ce que c'est que de saigner tous les mois, qu'est-ce que c'est la sexualité, qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant, qu'est-ce que c'est d'être en couple, qu'est-ce que c'est de construire une matrice familiale ensemble. Ne serait-ce qu'en tant qu'individu, si on n'avait que de l'énergie masculine ou que de l'énergie féminine, ça ne fonctionnerait pas. Et en fait, la relation familiale, la relation dans le couple, la relation du couple parent, du couple amoureux, du couple platonique ou que sais-je, il y a toujours cette dynamique masculin-féminin. Et les deux s'apportent en fait. Donc c'est pourquoi je suis passionnée par l'idée de travailler son féminin et son masculin intérieur, parce que quand on guérit, quand on voit en fait les blessures de notre féminin, les blessures de notre masculin, on peut transformer cette relation. Et donc ce qu'on va projeter à l'extérieur de nous va être un modèle en miroir avec ce qui se passe dans notre féminin et masculin intérieur. Pour ma part, j'en veux absolument pas à mon ancien partenaire de ce que j'ai traversé, j'en veux absolument pas de ce qu'il a projeté sur moi, parce que j'avais un masculin et un féminin intérieur blessé qui a fait que j'avais besoin de me confronter à ce chaos à l'extérieur pour voir ce dont j'étais porteuse. Et c'est en ça que je dis à cette phrase que j'avais une fois postée sur Instagram où je disais « Le monde extérieur n'est que la boule à facettes inversée de ce qui se passe à l'intérieur de nous. » Et j'avais fait un sondage et beaucoup m'avaient dit « Ça me parle, mais je comprends, mais j'aimerais bien en savoir plus. » C'est ça en fait. Imaginez une boule à facettes qui, au lieu qu'elle soit ronde, elle soit inversée, elle soit tournée en fait vers vous-même, comme si vous aviez une boule à facettes tout autour de vous en fait. D'accord ? C'est un cercle, c'est pas une boule, mais c'est un cercle qui vous entoure. Vous avez plein de petites facettes de miroirs qui sont tout le temps en train de vous montrer ce qui se passe en vous. Donc vous avez l'impression d'être rejeté, vous avez l'impression de ne pas être vu, vous avez l'impression d'être transparente dans un espace. Qu'est-ce que ça dit de votre envie d'être vu ? Qu'est-ce que ça dit de votre peur d'être vu, de votre peur de vous montrer, de votre peur d'être révélé ? Qu'est-ce que ça dit de votre blessure de rejet ? Si vous avez l'impression d'être dans une relation où vous tombez toujours sur des hommes qui abusent de vous, ou qui vous salissent, ou qui tentent de vous nuire, ou que sais-je, ou alors dans des relations ultra toxiques, qu'est-ce que ça dit de votre masculin intérieur ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre lignée ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre schéma parental pour que dans votre masculin, dans ce que vous portez au niveau de votre énergie masculine, vous attiriez ça en miroir ? C'est ça que je veux dire par le monde extérieur et la boule à facettes inversée de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et j'en parlais dans des épisodes précédents sur mon renouveau professionnel et sur cette renaissance que j'ai vécue. Pour moi, à partir du moment où on veut guérir, grandir et vivre avec un peu plus de conscience, c'est comment je reprends la pleine responsabilité de ce que je vis. Et dans cette pleine responsabilité, c'est pas de se culpabiliser, parce que c'est inconscient. Nous, on n'y pouvait rien. Si tous nos ancêtres, en fait, c'était un chaos pas possible, nous, on n'y peut rien. Si nos parents, ils se tapaient sur la gueule quand on était petits, on n'y peut rien. Si on a eu des professeurs, des schémas qui ont créé des problèmes au niveau du féminin ou notre masculin. Mais aujourd'hui, on est responsable d'avoir ce bagage avec nous et de dire j'ai le choix que d'ouvrir cette boîte de Pandore intérieure pour voir ce dont je suis porteuse et donc transformer ma réalité. C'est pas en forçant la transformation de la réalité que je vais me transformer à l'intérieur. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pareil pour tout. Aujourd'hui, quand on voit les guerres, quand on voit les abus, quand on voit les destructions massives, mais on pourra les manifester autant qu'on veut. À mon sens, tant que chaque être humain de la planète ne fera pas ce travail intérieur de guérison entre ces polarités, forcément, à l'extérieur, on va créer du chaos. Si c'est le chaos dedans, ce sera le chaos dehors. Donc l'invitation, elle est là. Et ce que j'ai trouvé de très beau dans cette vision, c'est que c'était le next level, c'est-à-dire que ça, pour moi, c'est quelque chose d'acquis. Et le niveau d'après, c'est dans le couple, dans la paternité, dans la maternité, il y a quelque chose de sacré à comprendre. Je pense qu'on a oublié la puissance, la profondeur et la difficulté parfois que ça peut être que de cette matrice maternelle que les femmes portent dans leur ventre. Et qu'on a besoin d'un masculin qui est sain,
On a besoin d'hommes conscients pour être en soutien de ce que font les femmes pour donner la vie. Pour que nous aussi, on soit en soutien pour porter ces hommes, pour les élever, pour les soutenir, pour aimer, pour garder notre cœur ouvert. Et c'est ensemble que ça se fait. Et c'est pourquoi, pour moi, là, nos générations, j'ai pas envie de dire que c'est foutu, mais presque. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants ? Comment on va les éduquer ? Comment on va les sensibiliser à ce sacré, à ces rituels, au fait que quand leur copine à l'école, elle saigne, comment en fait on peut, ne surtout pas juger ça, ne surtout pas salir ça, ne surtout pas condamner, mais au contraire avoir beaucoup de respect. C'est de l'éducation. C'est tout en fait, c'est que de l'éducation. Et on ne pourra pas réécrire ce qui a déjà été vécu, ni changer nos ex, nos parents, nos décisions passées. Par contre, on peut décider aujourd'hui de la façon dont on aime, dont on fait l'amour, dont on parle de la maternité, de la paternité, de la famille, des enfants. Et peut-être que pour vous, là, la première étape, c'est pas de faire un rituel avec des bougies, des tambours, même si j'adore ça, mais c'est peut-être plus de reconnaître la mère en vous qui a souffert, de reconnaître l'enfant en vous qui n'a pas eu l'amour dont il avait vraiment besoin, qui n'a pas été accompagné dans ces passages de la vie, de reconnaître en vous l'homme ou la femme qui a envie de faire autrement. L'engagement sacré dont je vous parle, il commence par là. Quand on se dit, je prends la responsabilité de mes blessures, de mes projections, de mes choix, et je décide de ne plus faire peser ça sur les générations à venir. Vous pouvez aussi vous demander de ce que vous voulez pour vos enfants ou pour les enfants de ce monde. Est-ce que pour vous, il n'y aurait pas du sens à remettre ces rituels, ces passages, comment ça résonne ces choses-là ? Est-ce que ça fait sens de réinstaurer ces passages pour votre génération, pour vos enfants ou ceux de votre entourage ? Et puis peut-être vous pouvez vous dire quel est le premier engagement sacré que vous pouvez poser dès aujourd'hui dans votre façon d'être en relation, de parler du corps, de parler des menstruations, de parler du couple, de parler de la parentalité. Qu'est-ce qui est juste pour vous ? Qu'est-ce que vous voudriez voir dans ce monde pour plus de cohérence et plus de soutien ? Donc je vous invite à prendre le temps de répondre à ces questions et si cet épisode a résonné en vous, je vous invite à ne pas rester seul avec ce que ça a pu réveiller, à en parler à une amie, à votre partenaire, à un thérapeute, avec moi si vous en sentez l'appel aussi. Et je vous remercie vraiment pour votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous vous êtes laissé porter. Je vous remercie pour cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur. Et je nous souhaite à toutes et tous plus de conscience, plus de vérité, plus de douceur et des engagements de plus en plus sacrés, d'abord avec nous-mêmes, puis avec les autres, et puis peut-être avec les âmes qui voudront bien venir à travers nous. Alors maintenant, je vous souhaite une bonne intégration de toutes ces informations. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Guérir et Grandir. Je vous envoie plein d'amour et à très vite.